Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans ce webinaire des rencontres extra sur la DSN. Je me présente, je suis Peggy Duvaux, responsable du département relations clients de la CEPAM des Landes et membre du comité régional Net Entreprise dont le pilotage nous a été confié. Pour rappel, cette instance a pour ambition de répondre à divers enjeux tels qu'assurer une présence active sur l'ensemble du territoire en tant qu'expert DSN, promouvoir l'offre digitale proposée par le site de Net Entreprise et accompagner les déclarants lors des évolutions réglementaires ou à l'occasion du déploiement de nouveaux outils. Vous pouvez retrouver sur le site Net Entreprise la liste des comités régionaux, le contenu des webinaires et les replays qui sont mis à votre disposition sur le thème de la DSN. Aujourd'hui, pour animer ce webinaire, donc moi je suis accompagnée de Madame Anne Bordelane et Nicolas Vigneron, qui sont donc des conseillers informatiques service pour la CEPAM des Landes. Je laisse la parole à Isabelle pour présenter les autres membres de ce webinaire. Donc bonjour, Isabelle Villemier. Donc moi je suis responsable adjointe du service gestion des comptes donc de l'URSSAF Aquitaine. Pour ce webinaire, donc je suis accompagnée donc sur l'estrade, il y aura avec moi Thomas Canandini qui est un gestionnaire donc de comptes, mais aussi de Michael Fer qui est cadre fonctionnel donc un expert DSN, de Marianne Soubois et Catherine Cotron qui elles sont dans le service offre de service. Donc, qui répondront donc au chat, à vos questions donc sur le chat en ligne. Je voulais donc vous dire que nous vous avons adressé pour les participants, les personnes qui ont participé donc le 17 mars au premier webinaire et celles qui étaient inscrites mais qui n'ont peut-être pas pu participer, nous vous avons adressé donc la foire aux questions. Donc hier, on a été un peu pris par le temps. Donc on espère avoir répondu à un maximum de vos questions. Sachez que si vous avez d'éventuelles autres questions ou si les réponses ne sont pas assez précises, vous pouvez très bien donc nous poser vos questions sur notre boîte mail qui est act.aquitaine@ursaf.fr. On répondra donc au mieux et dans les plus brefs délais. Si jamais il y a déjà des questions qui ont été posées sur cette boîte ou pour lesquelles on n'a pas encore apporté de réponse, c'est en cours. Veuillez nous excuser peut-être pour les délais. Nous sommes là donc pour vous accompagner et on vous souhaite un très bon webinaire pour cette deuxième édition. Et je laisse donc la parole à Madame Thuot de la CDC. Oui, bonjour, Daniel Thuot. Donc, je fais partie de la Caisse des dépôts et consignations et donc je suis particulièrement sur le fonds Ircantec. Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas de représentant CNRACL, mais je vais vous mettre dans les questions, je vais vous mettre l'adresse à laquelle vous pourrez poser toutes vos questions concernant l'Ircantec, la CNRACL ou le RAFP. Merci Daniel. Donc pour les questions pratiques par rapport au déroulé du webinaire, n'oubliez pas de privilégier plutôt Google Chrome ou Firefox pour pouvoir profiter pleinement de ce webinaire et éviter les déconnexions. Alors, si vous avez des problèmes de son ou de vidéo, vous avez un lien en haut à droite qui va vous permettre de les résoudre. Au niveau du timing, le webinaire va se dérouler sur environ 1h30, 1h45. Le replay sera disponible à la fin de la présentation. Le support qui va vous être présenté aujourd'hui peut être téléchargé sur le petit bouton nuage que vous pouvez donc utiliser. Vous pouvez vous exprimer au travers d'émoticônes pour nous passer le bonjour, nous faire part de vos émotions pendant la présentation de ce webinaire. Et donc, vous pouvez poser vos questions et donc chacun des intervenants pourra répondre sur la partie qui la concerne. Et voilà, il y aura aussi des sondages pendant ce webinaire, des sondages pour lesquels vous pourrez répondre et du coup, nous analyserons les réponses. Voilà, je pense ne pas avoir oublié les modalités pratiques. Sur l'ordre du jour, donc aujourd'hui, la DSN tout simplement dans un premier temps, avec quelques rappels de base, la DSN Je m'y mets, et enfin la DSN en particulier. Donc tout cela va vous être présenté par notre cher collaborateur qui nous fait plaisir d'être là, c'est Didier. Et Didier, du coup, je te laisse la parole. Et merci encore pour ton intervention.
Bonjour à tous, effectivement, j'avais coupé le micro et j'ai oublié de le remettre. Donc, je suis Didier Kuhl, je travaille au JPMDS et on va vous faire effectivement cette présentation. On a beaucoup d'éléments, donc ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir récupérer le support, on va répondre à vos questions, on ira beaucoup plus vite que sur le dernier. Vous avez de toute façon sur Net Entreprise, dans l'espace des comités régionaux, un accès aux webinars, ceux du mois de mars, ceux d'aujourd'hui, et puis les prochains dont on vous parlera juste à la fin de la présentation. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous les posez. Si ce sont des questions privées ou très pratiques ou très individuelles, on va effectivement vous les remettre, vous répondre directement en message, puisqu'on a vos adresses mail, et on va pouvoir vous répondre directement. Voilà, donc c'est parti. On a la première, c'est la DSN tout simplement. On l'a appelée la DSN tout simplement, alors qu'en réalité, c'est toute la DSN, simplement. Puisque on part du principe qu'effectivement, on a la loi du 22 mars 2012 qui a mis en place la déclaration sociale nominative qui vise à supprimer l'ensemble des échanges dématérialisés ou des échanges écrits qui existent entre les employeurs et les organismes de protection sociale, en les remplaçant par un seul flux issu de la paye. Mais directement, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle des déclarations? On vous demande de faire une seule démarche de façon à transmettre toutes les données qui vont permettre de déterminer les droits des salariés, donc l'assurance retraite, l'assurance maladie, mais aussi de recouvrer les cotisations sociales et les cotisations fiscales, puisque le prélèvement à la source est effectivement inclus dans le système DSN. Et donc, on est en spécialisation pour la fonction publique avec, pour le moment, la substitution de la DASU. Donc, dès que vous aurez fait les 12 DSN, vous ne ferez plus de DASU. Donc, pour ceux qui vont rentrer au 1er janvier 2022, vous ne ferez pas de DASU au 1er janvier 2023, puisque vous aurez fait 12 DSN en 2022, mais vous devez en faire une en janvier 2022 au titre de l'année 2021. Plus de déclaration unifiée de cotisation sociale de DUX, donc pour le volet URSSAF. Chaque DSN mensuel emportera les éléments nécessaires. Et puis, vous aurez la transmission et le retour de tout ce qui va être relatif au prélèvement à la source. Pour certains employeurs, on a aussi les formalités de recouvrement des organismes complémentaires qui peuvent être emportés, ainsi que le recouvrement de les CRPN PAC, pardon, excusez-moi. Et donc, on vous invite quand même à vérifier directement auprès de votre interlocuteur de référence si les déclarations et les cotisations que vous lui transmettez habituellement sont emportées ou non dans la déclaration sociale nominative. N'hésitez pas, on va pouvoir effectivement agir sur ce sujet. La DSN, elle n'est pas arrivée par hasard, c'est un cadre qui est défini réglementairement, donc on vous le cite, c'est l'amendement 908 du 14 janvier 2018 qui modifie l'article 13 de l'ordonnance du 18 juin 2015 relatif à la simplification des déclarations sociales. Alors, quelques-uns peuvent nous dire, mais attendez, c'est très proche, on est un petit peu angoissé. Je rappelle juste que les textes qui ont créé ça ont été mis en place, publiés il y a plus de 6 ans, puisqu'on est en 2021. L'application, elle se fait en 3 jalons. Dès janvier 2013, on a eu les premières entreprises volontaires. En 2017, c'est devenu obligatoire pour toute la sphère privée, qu'elle soit régime général ou régime agricole. Et puis, depuis janvier 2020, vous avez l'entrée des fonctions publiques, on dit de la fonction publique, mais des différentes fonctions publiques. La généralisation de la DSN va s'achever en janvier 2022. C'est une échéance législative, il n'y a pas de dérogation, il n'y a pas de possibilité de faire autrement, puisque la DUX, la DATSU seront supprimées au 1er janvier 2022. Donc, effectivement, vous n'aurez pas la possibilité de continuer à utiliser ces modalités déclaratives. La DSN, en gros, c'est quand même le reflet de la paye. C'est une photo de la paye de fin de mois. Cette photo, elle emporte les informations qui sont liées à l'activité de l'agent, relatif au contrat, les rémunérations perçues, les primes reçues, les cotisations, le calcul ainsi que leur transmission, et puis les informations qui sont liées à un signalement d'événement. Alors, toutes les informations liées à un signalement d'événement doivent être transmises dans la DSN mensuelle. À partir de janvier 2023, on aura effectivement
les signalements d'événements qui seront entendus sous leur forme connue, puisque la déclaration sociale nominative, c'est un tout, c'est un flux mensuel, et ce sont des signalements d'événements, qu'ils soient transmis dans le flux mensuel ou qu'ils soient transmis au moment de la survenance. Et puis les éléments du prélèvement à la source, avec dans retour pour vous les taux appliqués aux agents. Donc normalement, on a une automatisation pour l'injection de ces taux dans la plupart des logiciels, donc ce n'est pas quelque chose que vous devez faire vous-même. Et puis, surtout, ça transmet les données qui sont calculées pour les paiements afférents à la DGFiP, c'est-à-dire que le paiement des cotisations va être automatisé, effectivement, et puis les données qui sont nécessaires à l'établissement de la déclaration pré-remplie seront emportées dans ce message, dans le message de la DSN. Toujours pour être le plus générique possible, tout ce qui advient après la photo doit être déclaré dans la DSN du mois suivant. On est sur une déclaration mensuelle. Donc là, il y a un petit rappel qui dit que la mensualisation est obligatoire par la loi, mais que par contre, on a des exclusions. Les seules exclusions connues sont les travailleurs à domicile, les travailleurs saisonniers et les travailleurs intermittents. La DSN, c'est une vraie rupture avec les pratiques antérieures. Il y a un vrai changement. On arrête les déclarations à échéance, on les substitue au fur et à mesure. On installe un contrôle en continu, c'est-à-dire chaque mois, vous avez des retours vous expliquant effectivement si on est dans la droite ligne ou pas de ce qu'on attendait et de la qualité de ce qui était attendu. Et du coup, on a vraiment un impératif de qualité parce que chaque mois, on enregistre ces données. Il n'y a pas de correction annuelle à la fin de l'année. C'est systématiquement que c'est mis en place. Et donc, l'échéance de la DSN emporte tous les événements qui sont survenus depuis la paye précédente. Par exemple, vous avez l'exemple du mois de janvier, 2 arrêts de travail en mois de janvier. Ils vont être emportés dans la DSN qui est publiée, elle, le 5 ou le 15 février. Ensuite, vous avez un changement de contrat après l'émission de la paye et un autre changement de contrat pendant le mois de février. Ces 2 éléments seront déclarés dans la DSN de février que vous allez envoyer au mois de mars. Vous avez trois règles différentes. La première, c'est la calendaire, janvier, février, mars. La seconde, c'est le rythme et les jalons des émissions de la paye, avec les flèches bleues, et les échéances de la DSN, avec les petites flèches rouges. Et qu'est-ce qu'il y a dans la DSN? La DSN, finalement, ce sont des blocs thématiques. C'est un flux de données, donc les blocs, on les identifie. Le premier, et vous avez les codes généraux qui sont à droite, c'est l'entreprise avec le S21G0006, et vous allez avoir une petite explication derrière de ces codes. L'établissement, l'individu, les éléments relatifs au contrat, arrêt de travail, fin de contrat ou suspension de contrat. Et vous allez voir dans la 3e partie de cette présentation combien c'est important de les identifier. Et puis les versements, rémunération, les primes ou les bases assujetties et les cotisations individuelles. Petite particularité, bien évidemment, dans la fonction publique, il n'y a pas de notion de contrat. Donc, pour nous, dans la DSN, y compris dans le terme contrat, tous les éléments qui gèrent la relation entre l'établissement et l'agent, de façon à pouvoir effectivement utiliser les mêmes mots. De la même façon, on utilise le terme de salarié, alors qu'effectivement, bien évidemment, on sait que ce sont des agents. On utilise pour ça une norme qui s'appelle norme NEODES, c'est la norme d'échange optimisé des données sociales, qui définit l'ensemble des règles qui doivent être utilisées. Par exemple, le message passereau que vous utilisez déjà est construit sur la base de la norme NEODES. Alors, pas aussi complet que la DSN, mais il utilise le même langage. Ça se traduit effectivement, ça traduit une simplification des données, des formalités. Il y a un seul message qui, lui, va recouvrir toutes des déclarations sociales, donc aujourd'hui plusieurs, à terme toutes, et on a la suppression de quasiment les 3/4 des données qui vous sont demandées, quand on les cumule sur le temps. La totalité des déclarations vous demandez de connaître et de transmettre plus de 850 données. Aujourd'hui, dans la DSN, on estime qu'on est à peu près à 450. Donc on a déjà divisé par 2 techniquement, et avec le rythme de transmission et les différents destinataires à qui devaient être envoyés quelquefois, à des échéances différentes, quelquefois sur des formalités différentes, ces données aux différents organismes, on est effectivement aux 3/4. On a une mise à jour qui est faite chaque année, régulièrement. Donc la norme, elle est millésimée. Aujourd'hui, on travaille avec la norme 2021. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, apparaître ce petit 2021 un peu partout. Chaque version est complétée
par un journal de maintenance de la norme qui enrichit et modifie le cahier technique. Le cahier technique reste le même. Lui, il continue. Depuis le début, c'est le même. On fait juste évoluer la norme à l'intérieur. Entre chaque version de norme, on publie une note différentielle qui est très pratique puisque ça vous permet de voir rapidement, de visualiser rapidement quels sont les points qui ont évolué. Est-ce qu'il y a eu des changements ou est-ce que tout va bien? Pour ce faire, on vous met des liens. Donc, dans ce support, vous avez, même dans la version PDF, des liens hypertextes qui vous permettent de joindre. Là, vous avez en bas le cahier technique 2021.1, le journal de maintenance de la norme qui, lui, est là aussi, et puis la note différentielle. Ce sont des gros pavés, mais ce sont des gros pavés dans lesquels il y a toutes les informations. Pas forcément humainement très lisibles, mais si vous avez une question précise, par exemple, vous cherchez à savoir si un des organismes avec qui vous êtes en relation aujourd'hui et dont vous n'arrivez pas à joindre votre correspondant est dans la DSN ou pas, vous regardez dans le cahier technique tous les destinataires des données, vous voyez si votre organisme est destinataire de ces données. La DSN, donc je vous disais, ce sont des blocs thématiques, mais ils sont eux-mêmes divisés en rubriques, qui emportent chacun une information. Donc les principaux blocs, on vous les décrit en dessous. Peut-être que beaucoup d'entre vous ont suivi des études comptables. On est exactement dans le même système que le plan comptable. Sauf que là, effectivement, c'est un plan social, c'est différent, un plan comptable social. Donc on a tout ce qui est identifié, vous avez vu au début les S21 et autres, tout ce qui est en S, ce sont les blocs. Par exemple, les S10, c'est l'entête. Le S20, c'est la déclaration. Le S21, c'est les données de paye RH. Et les S90, ce sont les totaux. Et là, je reviens sur les éléments les plus importants. Le S21, donc vous avez, hop, je reviens rapidement sur celle d'avant. Vous voyez, on est ici en déclaration. S21, les données de paye RH. En S21, les 3 blocs les plus importants sont le bloc entreprise. 06, c'est là où on installe le SIREN. Le bloc établissement, eh ben là, on installe le SIRET. Et là où on installe le SIRET, il y a une petite précision importante, c'est qu'il va falloir définir la maille déclarative. Pour certains d'entre vous, plusieurs SIRET, une seule déclaration. Pour d'autres, plusieurs SIRET, plusieurs déclarations. C'est vraiment en fonction de la façon dont vous faites la paye et des habitudes de paye que vous avez qu'on va pouvoir adapter cette maille déclarative. Si vous avez la possibilité ou l'envie ou le choix de regrouper plusieurs SIRET pour faire les déclarations, surtout prenez contact avec votre URSSAF de façon à vérifier que le SIRET que vous imaginez utile, généralement c'est le SIRET qui gère la paye et la carrière des salariés, et ben vérifiez que c'est déjà un compte cotisant à l'URSSAF. Et du coup, on aura fait la totalité du parcours que va faire la donnée qui va s'assurer que vous avez effectivement bien une possibilité, une réelle simplification qui va être mise en place. Si par hasard, le SIRET que vous voudriez utiliser n'est pas aujourd'hui un compte cotisant, il faut voir avec l'URSSAF, est-ce que c'est un autre SIRET qu'il faudrait utiliser? Est-ce qu'ils ouvrent un compte cotisant sur celui-là? Ça, c'est les humains que vous connaissez et avec qui vous êtes déjà en relation continuent aujourd'hui à exister. C'est pas parce qu'on est dématérialisé qu'on n'est pas derrière les écrans ou derrière le téléphone ou même dès qu'on pourra. Et on souhaite que ce soit relativement vite en présentiel et qu'on puisse vous voir à nouveau. Autre bloc extrêmement important, l'individu. Le S21 G0030, là on retrouve effectivement la nécessité d'avoir un NIR. L'identifiant de l'individu, c'est son numéro de sécurité sociale. On a besoin du numéro de sécurité sociale. Dans certains cas, les personnes ne l'ont pas encore. Alors, les Français, à partir de l'âge de 8 ans, je crois, voire même à la naissance, ont l'attribution maintenant d'un NIR. Donc, de toute façon, le problème ne se pose pas pour eux. Ça peut se poser, alors, pour des anciens, ça peut se poser pour des travailleurs étrangers. Et dans ces cas-là, s'ils n'ont pas encore de NIR, on a besoin d'avoir effectivement la création d'un numéro technique temporaire, autrement appelé aussi NIA, numéro d'identification d'attente, qui est normé dans la norme DSN. C'est code sexe, SIREN, et puis ensuite un code qui donne l'identification de chaque individu. Parce que quand on va faire les DSN, on va pouvoir suivre un individu de son premier jour d'activité jusqu'à, ce qui nous arrivera tous, le jour de son décès. Et du coup, ça va permettre, en ayant ce chaînage d'identification de l'individu par son numéro de sécu, qui ne change pas, de toute la vie, on a le même numéro de sécu, ou alors de rythmer sa carrière avec l'identification des établissements, ça va permettre d'avoir un suivi au plus près possible avec les bonnes informations pour chaque individu. Là, on rentre dans la notion de contrat.
Dans la notion de contrat, je vous disais que c'était important, même si ça n'est pas quelque chose qui existe dans la fonction publique, on parle quand même de contrat et on parle de numérotation de contrat. C'est important parce que vous savez qu'il y a des catégories d'emplois dans la fonction publique, comme par exemple des pluricommunaux, avec des agents qui peuvent travailler, faire le même métier dans plusieurs collectivités. Et dans ces cas-là, il faut identifier le ou les contrats différents de façon à pouvoir faire ce suivi. Donc, c'est soit votre logiciel qui incrémente automatiquement, soit c'est vous qui choisissez ces numéros. On a un bloc à l'intérieur arrêt de travail, on doit le déclarer systématiquement. Vous savez par exemple que pour la CNRACL, on va le voir plus tard, ou pour l'IRCANTEC, il y a nécessité de transmettre les éléments de façon à ce que les droits puissent être servis. Fin de contrat, et bien évidemment, on a le cas des mutations ou le cas des vacations, pardon, qui utilisent cette notion de fin de contrat, même si ça n'est pas un arrêt de la relation entre l'agent et la collectivité qui l'emploie. La suspension de contrat, où vous allez voir aussi que ça peut être utile, et puis la retraite complémentaire, c'est un bloc qui, effectivement, emporte tous les éléments relatifs. Ils n'ont pas été mis en place au hasard. Ce sont des blocs qui permettent effectivement d'avoir une bonne identification des agents de façon à ce que leurs droits les suivent. Mais pour que leurs droits les suivent, il faut qu'il y ait des cotisations qui soient servies, il faut qu'on finance la protection sociale. Donc là, on a deux modes de calcul. La base assujettie, qui permet la déclaration des sommes des montants qui sont assujettis à une ou plusieurs cotisations sociales. Et puis, la cotisation individuelle, parce que la cotisation, elle peut être soit fixée proportionnellement à la base assujettie, soit de façon forfaitaire. Deux blocs qui peuvent être vraiment importants, mais qui vont permettre justement ce fameux chaînage et le suivi de chacun de ces personnes, le bloc changement individu et le bloc changement contrat, qui eux sont effectivement deux blocs, vous allez le voir un petit peu plus tard, qui vont vous permettre de déclarer, de donner les informations sur les modifications, que ce soit pour l'individu ou pour le contrat. Petit arrêt sur l'identification des individus. Chaque individu doit être identifié par un NIR certifié. Ça garantit un bon suivi en DSN et vous allez avoir des retours dans la DSN, dans les comptes rendus métiers. Vous allez avoir un retour qu'on appelle le bilan d'identification des salariés qui va vous permettre de dire, attention, on a peut-être une différence entre ce qui est dans votre logiciel de paye et ce que nous connaissons. Peut-être que l'orthographe du nom peut changer, peut-être qu'il y a un enregistrement avec un double prénom. Moi, j'ai le cas assez particulier de m'appeler Didier, en deuxième prénom Pierre, et je suis déclaré officiellement avec un trait d'union, Didier Pierre. Et bien, quand moi, je vais partout, je m'appelle Didier et je remplis Didier. Dans certains cas, ça peut poser problème. Par exemple, pour mon passeport, ça pose problème parce qu'il faut que je remplisse le prénom enregistré officiellement. Donc là, on a ce bilan qui remonte. Et on peut vous demander effectivement d'avoir une certification de ces numéros. Deux blocs sont utilisés, le bloc 30 qui est le bloc individu et le bloc 31 qui est le bloc changement qui permet d'avoir les modifications sur ce bloc individu. Après les individus, les cotisations, la cotisation agrégée pour démarrer. La cotisation agrégée, c'est un total de cotisation, soit pour ses propres salariés, soit par type de cotisation. Les deux existent, mais on appelle ça les cotisations agrégées. Pour déclarer ces cotisations agrégées, plusieurs blocs. Le premier, qui est un bloc versement organisme de protection sociale, le 020, qui est quasiment pas utilisé dans la fonction publique, puisque vous avez obligation de passer par des virements, sauf si effectivement vous ne dépendez pas d'un comptable public. Et là, on se retrouve dans une difficulté parce que vous avez la possibilité d'utiliser d'autres modes de paiement que le virement, mais la CDC comme l'URSSAF, bien évidemment, privilégie et demande à ce que les paiements soient faits sur ce biais-là. Donc le bloc 20, il est dans la norme, il peut être utilisé, c'est clair que pour la fonction publique, ça n'est pas le bloc le plus important. On a un bloc bordereau de cotisation 22, lui, effectivement, c'est les cotisations agrégées par bordereau de cotisation due. Donc, on a l'organisme, quel organisme est redevable des cotisations, auprès de quel organisme, la période concernée par ces cotisations, et puis le montant des cotisations qui sont dues par type. Sachant que dans un bordereau, on ne peut porter que les cotisations et réductions d'un mois civil, c'est-à-dire le mois de la déclaration courante.
Ensuite, on a les blocs 23 qui, lui, permet d'avoir des codes types personnels à destination des URSSAF. Ne me posez pas la question, ne nous posez pas la question, est-ce que la DSN va supprimer des CTP, va en rajouter ou autre. Les CTP sont là, c'est l'illustration typique que la protection sociale française est généralisée, collective, mais individualisée. Et le fait de la rendre individualisée, ça nécessite d'avoir des précisions, soit sur les métiers, soit sur des particularités en fonction des individus, et on doit les déclarer parce que les droits, le montant des cotisations, la durée de paiement de ces cotisations ou autres, tout ça peut parfaitement être géré par ce type de code. Donc, c'est un des points de difficulté qui reste dans le système DSN, mais en même temps, en fonction de votre plan de paye, c'est un élément que vous n'avez à faire qu'une seule fois. C'est-à-dire qu'une fois que c'est attribué, une fois que vous savez de quel CTP dépendent les agents ou l'agent dont vous parlez, vous n'allez pas revenir dessus, sauf si éventuellement il y a des modifications. Et là, vous allez voir les changements qui peuvent agir sur ce sujet. Ensuite, petite particularité, le bloc cotisation et établissement. Ça, effectivement, par exemple, c'est les cotisations pour le fonds de formation. Mais ce n'est pas un récapitulatif ou un total des cotisations versées pour l'ensemble des salariés rattachés au contrat ou à l'établissement. Mais ce sont les cotisations dues par l'établissement. Vous voyez, là où c'est particulier, c'est qu'on entend toujours cotisation agrégée, on se dit « Ah, génial, c'est simplement la somme des cotisations individuelles ». Non, non, pas seulement. Par exemple, la cotisation établissement, ça n'est pas une somme de tous les agents concernés par tel établissement, mais plutôt des cotisations qui sont dues par l'établissement. Ensuite, les cotisations nominatives. Donc, on a des cotisations nominatives qui sont dues pour un individu, et là, c'est donné au titre de son activité. Par exemple, on a les codifications 74 pour la cotisation à l'éducation familiale, taux normal, 75 assurance maladie, 76 assurance vieillesse. 3 petits points parce que vous en avez toute une série. Comment on les déclare? On les déclare dans des blocs qui sont le bloc versement organisme de protection sociale, G20, donc celui qui dit à qui, dans quelles conditions, et qu'on utilise peu en direction de l'URSSAF ou pas en direction de l'URSSAF ou en direction de la CDC. Ensuite, le bloc composant de base assujettie, qui dit exactement dans quelle situation on se trouve, et puis le bloc cotisation individuelle qui dit, pour tel individu, voilà pourquoi je paye telle et telle chose. Alors, Madame Cécilia Erard-Congul, j'ai bien vu que quand on écrit en majuscule, mes enfants m'ont appris ça, quand on écrit en majuscule, c'est qu'on est en colère. J'aimerais quand même vous dire une petite précision. Ça n'est pas une charge de travail en plus. Aujourd'hui, vous faites la paye tous les mois. La DSN, c'est le dernier acte de la paye. Donc, si vous faites la paye tous les mois, vous faites la DSN tous les mois sans rajouter de conditions particulières. La seule chose, et là, je suis absolument d'accord avec vous, mais ça ne vaut pas le coup de se mettre en colère, c'est que vous avez un temps de paramétrage qui, en fonction du plan de paye que vous avez, peut être plus ou moins long. Aujourd'hui, passe par la déclaration sociale nominative plusieurs dizaines de millions de lignes de salaire chaque mois, sans contrainte particulière, sans difficulté particulière. On est là pour vous aider, pour vous accompagner, pour faire que ça se passe le mieux possible. Promis, mais non, mais vous excusez pas, promis, vous avez raison. C'est pour ça que je me suis interrompu dans la présentation pour vous répondre, parce que vous avez raison, ça n'est pas mensualiser la même déclaration que vous faites tous les ans. C'est-à-dire qu'on ne dit pas on va faire 24 là-dessus ou 12 là-dessus. On ne vous dit pas vous allez faire 30 fois ça. Non, c'est un flux qui sort de votre logiciel de paye. Effectivement, c'est l'objet de cette présentation. Ça nécessite un paramétrage au départ dont on a besoin effectivement de le faire le plus justement possible de façon à éviter les changements ou les corrections après. Ne vous excusez pas, j'ai vu votre message, c'était excellent. Je vous en remercie et du coup, ça me fait une petite interruption. Et surtout, je vous assure, maintenant vous avez vu mon nom s'afficher, je m'appelle Didier Kuhn, je travaille au GIP, je vous promets que si ce n'est pas vrai ce que je vous dis, vous saurez me retrouver et j'aurai plaisir à venir vous aider parce que là, c'est pas possible qu'on reste. N'ayez pas d'appréhension particulière. Il y a plein de choses qui vont être voilà. Merci Madame Argenson. Alors, je reviens, excusez-moi, je rembobine et je reviens sur ma présentation. Donc, les règles de rattachement d'un bloc composant base assujettie, donc le 79, ou cotisation individuelle 81, sont les enfants finalement du bloc cotisation base assujettie 78.
Ils ont une justification métier. Ce qu'on entend par justification métier, c'est que ce n'est pas simplement la décision de bah, tiens, on va faire comme ça aujourd'hui, on va faire comme ça demain. Non, ce qu'on entend par métier, nous, c'est soit effectivement en fonction de l'activité de l'agent, soit en fonction de l'organisme à qui est destinée cette déclaration. Chaque cotisation individuelle repose sur une base assujettie spécifique, bien évidemment, et puis la déclaration d'un composant de base assujettie, lui, est liée à la présence d'une base assujettie et ou d'une cotisation individuelle. Donc, je vous rappelle qu'elle peut être forfaitaire sur la base ou elle peut être proportionnelle sur la base ou ça peut être un forfait. Maintenant, vous allez me dire, mais ouais, enfin, c'est un petit peu lourd ce que vous me dites, c'est bien effectivement ce que je vous avais dit. Par contre, le législateur a prévu une loi issue de la loi ESSOC du 10 août 2018 qu'on appelle la loi OUPS. C'est la loi J'ai le droit à l'erreur. Alors, comment dans la DSN se traduit ce droit à l'erreur? D'abord, vous pouvez corriger différemment une donnée en fonction du moment où vous en apercevez. Jusqu'à la veille de l'échéance à minuit, ça c'est ce qu'on dit, moi je vous conseille jusqu'à midi. Jusqu'à la veille de l'échéance à minuit, on peut faire une annulée remplace, c'est-à-dire qu'on redépose une DSN avec les mêmes données, elle va écraser la précédente. Ou alors après l'échéance, eh bien, ce sont des corrections qu'on porte dans la DSN suivante. La loi OUPS dit que si vous apercevez d'une erreur ou d'une difficulté quelconque et que vous souhaitez vous la corriger dans la déclaration suivante, alors en l'occurrence dans la DSN suivante, il n'y a pas de pénalité et pas de mise en cause de votre bonne foi. Donc, bien évidemment, quand vous avez les retours métiers qui vont vous dire attention, là, il y a une petite erreur de taux, il y a une petite erreur de base, ou alors vous avez déclaré 2 fois telle chose, eh bien, vous le corrigez et du coup, c'est effectivement enregistré par tous les organismes puisque tous ceux qui sont derrière la DSN reçoivent les mêmes informations. Petit schéma qui vous explique effectivement, vous voyez le mois M, celui dans lequel on est, le mois M+1 qui est celui dans lequel vous allez faire la déclaration DSN du mois M, et puis le M+2 et les suivants. Si vous vous rendez compte que vous avez fait effectivement une erreur dans la DSN et qu'elle n'a pas été envoyée encore, qu'on n'est pas la date d'échéance, vous faites un annulé remplace. Si vous en rendez compte après la date d'échéance, le 5 ou le 15, vous allez dans les rectifications et vous allez corriger ces données dans les DSN suivantes. Autre cas, vous avez une DSN mensuelle et vous recevez un avis de rejet. On vous dit, ben non, c'est pas lisible, on peut pas. Il faut immédiatement la refaire. Et c'est impératif, vous ne pourrez pas corriger dans les DSN suivantes. Ça veut dire qu'il va manquer une DSN, donc ça, non, c'est pas possible. Il faut déposer une DSN correcte. Lisible. Les principaux motifs de rejet, c'est parce que c'est illisible. Hein. Il y a, effectivement, on trouve des chiffres là où on attend des lettres, on trouve des lettres là où on attend des chiffres, on trouve un cumul de salaire de 1 000 € alors que vous avez 7 000 agents. Et là, ça veut dire qu'ils sont payés 7 € par mois, donc c'est pas jouable. Et puis, l'autre élément, l'autre retour, c'est effectivement un contrôle qui dit, attention, il y a un problème, mais on ne rejettera pas la DSN. À ce moment-là, soit vous faites un annulé remplace avant l'échéance parce que vous avez le temps et que vous savez, vous avez identifié le problème et que c'est réglé, soit vous avez, au-delà du 5 et puis pendant un mois, vous avez la possibilité effectivement de faire des corrections ou de faire des modes de correction en annulé remplace des échanges dans les DSN qui sont suivantes. Alors, comment on corrige les éléments financiers? Il y a deux typologies d'erreurs, les éléments financiers ou les éléments individuels ou de contrat. Pour les éléments financiers, vous avez 2 méthodes, la méthode différentielle ou la méthode annulé remplace. Différentielle, on joue avec l'écart entre l'erreur et ce qui était attendu. Annulé remplace, c'est qu'on prend la gomme ou le typex électronique, on efface l'ancien montant et on recrée le nouveau. Donc ça, on écrase, on annule et on remplace. Petit point important, alors il y a des petits points comme ça, exclamation, attention, c'est pas du tout un doute sur la capacité que vous ayez à comprendre le sujet, c'est simplement qu'on a identifié ces points d'accroche, ces points chauds dans l'expérience qu'on a de la DSN, puisque depuis 2013, on reçoit des fichiers de DSN, donc on sait que là, on peut avoir un petit souci. Quand vous corrigez, quelle que soit la méthode que vous utilisez, vous devez corriger toutes les périodes qui étaient en erreur. Si par exemple, vous avez fait une erreur pendant 3 mois, vous devrez faire soit 3 méthodes différentielles, une par mois d'erreur, soit 3 annulés remplace dans les blocs, changement bien sûr, puisqu'on est après, vous devrez en faire autant que de périodes. C'est-à-dire qu'il faut affecter à une période les corrections que vous faites, et s'il y a plusieurs périodes, eh bien, vous faites plusieurs corrections. Des petits exemples, là par exemple on a
une base assujettie qui a été déclarée à 2 000 € au lieu de 3 000, et donc du coup, une cotisation qui est à 222 €. On s'en rend compte le mois d'après. Première méthode, la méthode différentielle. Vous créez une base assujettie de 1 000 €, qui est la différence entre les 2 000 et les 3 000, qui va générer une cotisation individuelle de 111 €, qui est la différence entre les 222 déclarés et les 333 attendus. Ça, c'est la correction de janvier que vous portez en DSN de février. Par contre, vous devez aussi, dans la DSN de février, transférer les éléments relatifs à février. Là, ce seront les bons. C'est-à-dire que vous avez, et d'une, un bloc qui donne un bloc base assujettie et un bloc cotisation individuelle qui corrige, et vous avez un bloc qui donne la bonne version pour le mois en cours. Le système annulaire en place. On est toujours sur le même système, sauf que là, vous allez créer une base assujettie à moins 2 000 €, ça annule l'erreur, qui va impacter une cotisation individuelle de moins 222 €, donc qui annule la cotisation, et vous refaites une base assujettie positive à 3 000, le montant que vous auriez dû faire, qui va entraîner un paiement, une cotisation individuelle de 333 €. Ça, c'est la correction de janvier. À nouveau, mais alors là, ça aurait été une slide illisible. À nouveau, il faut que vous ajoutiez les éléments de février dedans, donc les éléments du mois en cours et les bons sur lesquels il n'y aura pas d'erreur. Autre cas, vous avez une base assujettie qui est correctement faite à 3 000 € et avec une erreur dans la cotisation à 154 €. À nouveau, on a la méthode différentielle, sauf que la méthode différentielle, il faut que vous disiez, ça correspond à la base assujettie et à la cotisation de janvier. Sauf que comme la base assujettie était juste, du coup, vous refaites une base assujettie à 0, on reste sur le même montant, mais vous faites une cotisation individuelle, vous déclarez une cotisation individuelle de la différence entre 154 et 333 €. Et là, effectivement, on est exactement dans les mêmes éléments. Ensuite, vous avez les éléments de février à apporter. Ceux-là, ce sont toujours ceux avec les bons éléments. C'est effectivement quelque chose que vous connaissez. Je vous décris la méthode simplement pour vous dire quels sont les moyens que vous avez pour faire ces corrections, et vous allez vous apercevoir que même si sur le papier ou dans l'esprit, ça peut paraître complexe, en réalité, il y a tout un cheminement et une philosophie à adopter de façon à être dans les clous à chaque fois. Maintenant, on va voir comment on fait pour corriger l'individu ou le contrat. Pour corriger l'individu, on a deux méthodes à nouveau. Le changement, et là, le changement, c'est quand on s'aperçoit de la modification à faire en cours de période. Ou alors la correction, c'est quand il faut changer quelque chose qui a déjà été déclaré dans les DSN précédentes. Donc, pour corriger, on se base sur deux choses. La première, c'est la nature des données. On doit examiner la nature des données. Donc, si par exemple, seule la dernière donnée est importante, à la limite, on s'en moque, puisque de toute façon, seule la dernière est prise en compte. Donc, il suffit d'en republier une, elle écrase la précédente. Si par contre, c'est des données dont la période ou dont les éléments peuvent impacter les droits des agents, alors à ce moment-là, si la donnée est descriptive et influe sur les lois, la correction, on doit la porter dans le bloc changement individu ou changement contrat, en fonction de là où est le petit problème. Et on doit donner la valeur qui aurait dû être transmise et surtout la date de modification à partir de laquelle elle est valide. L'autre type d'information, donc on avait vu la nature des données, maintenant le périmètre des données. Soit ce sont des données identifiantes pour lesquelles on doit mettre en relation l'ancienne et la nouvelle valeur en cas de changement, soit elles sont non identifiantes, mais par contre la date de survenance porte un impact sur la protection. Et dans ces cas-là, on doit avoir un bloc changement daté par la rubrique date de modification qui correspond effectivement à la date d'effet des nouvelles valeurs déclarées. Et je reviens sur mon bon truc. C'est donc effectivement soit identifiante, soit non identifiante. Ensuite, pour les données identifiantes, pour changer des données identifiantes, on a le bloc changement individu qui, lui, ne contient que des données identifiantes. Par contre, le bloc changement de contrat, lui, il peut porter sur des données qui sont identifiantes et non identifiantes et qu'on appelle des données de modalité de contrat. Là, par exemple, on a effectivement les données identifiantes, c'est le SIRET de l'ancien établissement. C'est par exemple l'ancien numéro de contrat, c'est par exemple l'ancienne date de début du contrat ou, pour les marins qui sont affiliés à l'INIM, l'ancien identifiant du contrat d'engagement maritime.
Là, ça fait beaucoup d'informations qui tombent en même temps. Ne vous inquiétez pas, vous aurez le temps de le relire, de vous y remettre. Et je vous dis, c'est exactement le reflet de la complexité du métier que vous réalisez aujourd'hui, c'est-à-dire la paye, puisque ça tient compte des codes de chaque agent. Les données identifiantes, à chaque fois qu'on en change une, on doit déclarer le changement opéré. Donc, on a effectivement un problème parce que si le changement n'est pas déclaré, les droits de l'agent ne seront pas respectés et surtout ne seront pas affectés aux bonnes périodes. Pour ça, vous avez à nouveau un petit lien, hypertexte qui est ici, qui vous donne accès à notre consigne déclarative des blocs. Et comme ça, vous allez pouvoir effectivement accéder directement aux détails de ces données. Ensuite, quand on a par exemple besoin de changer un individu qui a un numéro d'immatriculation d'attente, le NIA ou NTT, de janvier à mars, MPD, c'est mois principal déclaré. Donc de janvier à mars, pour les mois principaux déclarés, il est avec un numéro d'attente, il reçoit son NIR le 15 avril. Alors, comment on le déclare? D'abord, on fait au niveau de la rubrique numéro d'inscription au répertoire, on renseigne le NIR qui vient d'être attribué. Ensuite, on a la création d'un bloc changement individu avec la date à laquelle c'est intervenu, 15 avril, comme je vous le disais plus tôt, et l'ancien NIR, et là, on déclare le NIA qui était jusque-là déclaré. Et du coup, ces deux éléments vont permettre que l'on puisse chaîner les informations relatives à cette personne alors qu'elle était avec son numéro d'attente et maintenant qu'elle est avec son NIR. Et du coup, on a la possibilité ainsi de chaîner une carrière sans avoir de perte sur les droits et sur les cotisations qui ont été versées. Pareil pour ce qui est effectivement dans les modalités d'un contrat. On doit effectivement renseigner la valeur antérieure dans le cadre d'un changement. Il faut savoir d'où on vient. On doit renseigner la valeur qui aurait dû être déclarée dans le cadre de la correction. C'est-à-dire, bah non, on s'est trompé, au lieu de ça, on doit déclarer ça. Et puis, on doit borner la période, c'est-à-dire de dire quand on revient, de quand on remonte ce problème et comment on peut le corriger. On a effectivement, si la donnée ne fait pas partie des données ayant un équivalent en bloc changement, par exemple le libellé de l'emploi, on va renseigner la nouvelle valeur au niveau du bloc contrat, convention, mandat. Et si plusieurs changements interviennent dans le mois pour la même modalité, eh ben on va simplement garder la valeur la plus récente, et c'est la dernière qui aura été enregistrée qui sera injectée chez nous. Pour les modalités du contrat, on doit déclarer un bloc changement de contrat 41. Ça permet de reconstituer la situation administrative de l'individu et puis surtout, ensuite, de permettre d'appliquer les règles qui sont afférentes à ce nouveau contrat et puis de réaliser les actes de gestion, la paye, le paiement des cotisations et autres. Un autre élément qui est absolument important, c'est justement la profondeur de recalcul de la paye. Ça permet de déterminer la date à laquelle on doit effectivement revoir les éléments qui ont été transmis. On doit renseigner la valeur la plus ancienne du bloc changement de contrat. Et puis, en cas de chaînage, et ben voilà, on a autant d'éléments on a autant de changements que d'éléments qui vont être modifiés en fonction des dates. Petit exemple. Un salarié non cadre en janvier, on le met en extension cadre au 1er février. Vous avez en dessous la DSN de janvier, son statut est non cadre. La DSN de février, son statut est extension cadre, mais on dit que c'est à partir du 17 février. L'ancien code, c'est non cadre. Et la profondeur, c'est le début du mois, c'est le mois de la paye considéré. Et donc, dans le système de la DSN, on a effectivement l'interprétation des données du 1er janvier au 17 février non cadre, du 17 février jusqu'au 1er mars, date de la prochaine période de paye. Il est extension cadre et dans la suite, il sera extension cadre. Et donc, la DSN doit donc véhiculer, là, on a les blocs qui sont décrits. Autre cas, un non-cadre avec une quotité de travail de 100 heures, il devient au 17 février cadre avec aussi une augmentation de quotité de travail. Donc, DSN de janvier, il est non-cadre et il a une quotité de travail de 100. Dans la DSN de février, on doit dire, attention, il est aujourd'hui extension cadre, il est avec une quotité de travail de 120. La date de modification, c'est le 17 février, la date de sa nomination, bien évidemment. Son ancien statut, c'est non-cadre. La profondeur de recalcul, c'est effectivement au 1er février 2020. La date de modification, c'est au 17 février, puisque la période de recalcul, on prend la paye concernée. Le 17 février, c'est la paye de février. L'ancienneté de quotité du temps de travail, c'était 100, l'ancienne quotité, pardon, et la profondeur de recalcul de la paye, c'est 1er février 2020. Et vous avez en dessous l'interprétation, 1er janvier au 17 février, non cadre et quotité 100.
à partir du 17 février, extension cadre et quotité 100. Et vous avez dans le bloc jaune ensuite ce que doit transporter la DSN. Là maintenant, une correction avec une modalité, un salarié qui a été déclaré en janvier comme non cadre alors qu'il était extension cadre sur la période, donc DSN janvier non cadre, DSN de février, on dit il est extension cadre dans son statut. La date de modification, eh ben, c'est 1er janvier, alors qu'on est dans la DSN de février. L'ancien code statut, c'était non cadre. Et la profondeur de calcul, on revient à 1er janvier puisqu'il est depuis le 1er janvier. Donc nous, on interprète dans le système DSN, 1er janvier au 1er février au 1er mars, il est en extension cadre. Mais non, mais ça a l'air éventuellement inquiétant quand vous les voyez comme ça, mais je vous assure que c'est d'une logique implacable. On fait que décrire ce qui est très logique. Il n'y a rien de, j'allais dire de vicieux. C'est pas comme ça exactement que je veux le dire, mais il n'y a rien de particulier dans ce mode de déclaration. Je vous assure que c'est exactement aujourd'hui ce que vous utilisez comme méthode. Je pense que vous êtes devenu tellement bon et tellement pointu dans votre préparation. Ça y est, vous avez découvert les émoticônes. Alors, vous êtes tellement pointu dans ce que vous faites aujourd'hui que vous vous rendez même plus compte que déjà ça, vous le faites sous une autre méthode, mais vous le faites déjà. Ça n'est que la paye. Allez, on en profite. Je vais faire une petite pause de quelques minutes, moi, pour boire un verre d'eau et je vais laisser mes collègues éventuellement prendre la parole pour répondre à certaines questions qui pourraient être intéressantes ou au contraire, poser des questions à l'oral de façon à ce qu'on puisse prendre un tout petit temps pour y répondre, puisque 46 minutes, on est largement dans les temps. Alors, où c'est que je vais remonter? Il y a beaucoup de... Alors, merci à mes collègues qui répondent au fur et à mesure dans le système. Il y a une question, je crois avoir vu passer une question sur comment est-ce qu'on fait. Mais non, mais je vous assure, on vous fait une présentation juste avant le week-end. Vous avez tout le week-end pour oublier. Et du coup, dès lundi, vous pourrez revenir en pleine forme en disant « Ah oui, mais j'ai percuté ». Alors, il y a Isabelle qui vient d'arriver. Didier, arrête de faire peur à tout le monde, s'il te plaît. Juste te dire d'arrêter de faire peur à tout le monde. Ah, c'est mon côté… Non, c'est vrai que de le voir comme ça peut être inquiétant, mais finalement, c'est cadré quand même. Donc, voilà. On essaie de répondre aux questions. Il y en a quand même quelques-unes et je pense qu'il faut que les gens se rassurent quand même. Quand ils vont reprendre tout ça à tête reposée, voilà, qu'ils ne s'inquiètent pas par avance. Alors, Madame Lefebvre, c'est un travail supplémentaire avec des échéances à respecter, ça s'ajoute à tout le reste. Non, il n'y a pas d'échéance supplémentaire puisque la seule échéance, c'est la paye. Donc, de toute façon, quand vous faites tourner la paye, vous faites tourner la DSN. La DSN, c'est un flux qui est issu de votre logiciel de paye. Donc, ce sont pas tous les mois, vous avez exactement l'échéance de la paye. Et quand vous avez, il y a un petit truc, mais vous en rendrez compte après, vous allez voir, vous vous en rappellerez, vous sourirez en vous en rappelant. Moi, je peux déjà vous donner le petit gimmick suivant. Quand la DSN est faite, quand la paye est faite, la DSN est prête. Parce que effectivement, c'est vraiment une photographie de cet élément. Madame Casade, oui, il y a effectivement des gens de chez Berger-Levrault qui sont déjà passés. On reçoit des DSN de chez Berger-Levrault, donc c'est effectivement un sujet qu'ils connaissent. Il n'y a pas de souci particulier. Madame Pio, vous vouliez intervenir? Oui, je voulais répondre à Madame Dergui, Delphine Dergui, qui pose la question, n'est-il pas préférable de modifier les données sur le logiciel de paye le mois suivant au lieu d'engager des modifications sur la DSN? Et donc, alors la réponse est non, parce que donc des modifications dans la DSN peuvent avoir des impacts sur le taux de cotisation à appliquer. Je vous donne l'exemple, par exemple, un apprenti qui est apprenti du 1er au 15 février, enfin du 1er janvier au 15 février, et passe ensuite salarié dans l'entreprise, ça va avoir un impact sur le taux de cotisation. Donc, il faut bien, bien que ce soit en milieu de mois, il faut bien un bloc 41 qui nous indique que cet agent est apprenti du 1er février au 15 février et qu'à partir du 15 février, il passe salarié et le taux de cotisation est donc est plein pour la partie salariée. Donc, il faut toujours faire des blocs 41 dans la DSN quand vous avez des modifications en cours de mois. Merci. J'espère que ça répond à votre question. Sinon, elle va être reprécisée, il n'y a pas de problème. Oui, tout à fait.
Alors, je remonte un peu au-delà. Oui, alors il y a Madame Charit qui dit ça va au-delà de mon métier de gestionnaire de paye. Ouais, la DSN présente quand même une particularité, c'est qu'elle mixe le droit social et le droit du travail. Et du coup, effectivement, le paramétrage du logiciel et les éléments de mise en place du plan de paye, ça nécessite d'aborder ces sujets-là et pas d'être simplement sur le travail. Et quand vous dites c'est un travail de collaboration avec les prestataires, oui, et avec l'appui d'un informaticien, peut-être aussi, mais effectivement, ça n'est qu'au moment du paramétrage. Après, vous serez ce qu'on appelle en DSN presse-bouton, c'est-à-dire que tous les mois où la même situation va se reproduire, vous n'aurez rien d'autre à faire que de dire oui, j'envoie. À ce sujet, je rajoute juste quelque chose en ce qui concerne donc l'IRCANTEC, la CNRAC et les RAF. Vous avez sur les sites, vous avez toutes les informations nécessaires à la DSN. Sachant que pour l'IRCANTEC, la DSN a débuté pour le privé en 2017. Donc, nous avons un site qui est mis à jour de toutes les régularisations, fiches de paramétrage, etc., toutes les situations particulières. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site IRCANTEC, CNRAC et les RAF également, pour avoir toutes les informations que vous souhaitez concernant la DSN. Et nous contacter, et nous contacter également à l'adresse que je vous ai donnée dans les questions. Merci. Alors, Madame Chestier, votre question, c'est ne risque-t-on pas d'avoir des doublons modifiant à la fois la DSN et les données de notre logiciel de paye? Je vous rassure tout de suite, vous ne pouvez pas modifier la DSN. Vous pouvez enregistrer des modifications en DSN, mais la DSN est établie à partir de votre logiciel de paye. Donc, même les blocs changements, ces éléments-là, sont à faire depuis le logiciel de paye. Donc, il y a peu de risques enfin, c'est impossible qu'il y ait deux moyens. On ne peut pas ouvrir le flux de la DSN pour en modifier une donnée. Il faut que ça soit vraiment au niveau de la saisie que les choses soient mises en place. Et c'est vraiment important que ça soit codé sur ce tas-là. Et oui, pour l'instant, la taxe sur les salaires est toujours à déclarer à part. Alors, puisque la question est arrivée plusieurs fois, comment est-ce que je fais pour faire la DSN et est-ce que je m'y mets dès maintenant? Deux situations. Vous êtes inscrit sur Net Entreprise et là, on a seulement un administrateur qui peut rajouter les droits. Donc, vous devez cliquer sur se connecter, compléter le formulaire, saisissez les paramètres, et puis vous cliquez sur connexion. Dans le menu personnalisé, vous cliquez sur gestion, puis ajouter la DSN pour le régime général. Et vous avez la liste des déclarants qui s'affiche, c'est-à-dire éventuellement, vous avez plusieurs déclarants, et puis les habilitations, c'est-à-dire les droits déclaratifs qu'ils ont et qui peuvent se mettre en place. On vous demande de renseigner le mot de passe et la question 1. La question secrète et la réponse, puis cliquez sur valider. Ensuite, vous n'êtes pas inscrit sur Net Entreprise. Là, on vous décrit les modalités d'inscription à Net Entreprise et comment faire avec une particularité. À la fin, vous devez effectivement cliquer sur le lien qui vous est envoyé par mail et vous avez ensuite un délai de 24 heures pour aller jusque dans la DSN. Sur ce lien-là, vous pourrez cliquer dessus, vous avez un petit MOOC qui vous attend et qui va vous expliquer comment ajouter la DSN. Et ici, un autre sur le tableau de bord. Je reviens sur un schéma qui me plaît beaucoup, qui s'appelle le cercle vertueux de la DSN et effectivement qui donne les étapes. Vous devez d'abord déterminer le SIRET, les SIRET qui seront déclarés, lequel vous allez choisir. Ensuite, vous devez contrôler les SIRET qui sont déclarés. Là, il y a un petit outil qui s'appelle Contrôle SIRET auquel vous accédez depuis Net Entreprise. On vous demande de vérifier les NIR de vos individus et dans le même temps d'informer, puisque vous avez une obligation d'information que les cotisations sociales et les déclarations sociales sont dématérialisées. Puis, vous pouvez tester votre fichier avec DSN-VAL et DSN-FPOC et consulter les comptes rendus métiers, c'est-à-dire ce que vous renvoient les organismes qui viennent vous présenter les éventuels retours. Voilà la tête que peut avoir votre tableau de bord, avec en haut l'identification du déclarant, ensuite les retours, avec à droite des petites loupes, et là, quand vous avez des retours, vous cliquez sur la petite loupe pour voir s'ouvrir le message qui vous est donné.
Là, vous avez un tableau de bord qui emploie une technologie dont nous sommes tous très fiers au niveau du GIP, qui vous permet de savoir si les déclarations sont déposées, acceptées ou rejetées. La technologie qui est employée, c'est celle des codes couleurs. Si c'est bien, c'est vert. Si c'est pas bien, c'est rouge. Donc, du premier coup d'œil, on peut voir tout de suite où on en est. Ensuite, la zone de dépôt, si vous n'êtes pas en lien machine to machine, qui vous donne cet élément-là. Et puis, en dessous, les portes d'entrée vers les autres services, puisque le JIP-MDS est un collectif dans lequel s'inscrivent les organismes de protection sociale et les liens qui vous permettent de travailler avec eux. La zone de dépôt, c'est si effectivement vous n'êtes pas en machine to machine, vous cliquez à cet endroit-là, vous avez un fichier qui est généré et vous pouvez le poster, ce qu'on appelle le poster, c'est-à-dire que vous allez le choisir et il l'envoie. Comme j'ai été très clair, je vois que vous n'avez absolument pas de questions-réponses. Ouais. Merci. Alors, aujourd'hui, on se retrouve effectivement dans une situation dans laquelle vous avez une période de paramétrage et d'identification des données qui va être effectivement un peu prenante et qui, si vous êtes, ce que je voyais le cas d'une personne qui vient une fois par semaine, c'est que le plan de paye et les éléments de paye que vous avez sont relativement simples. Donc, le paramétrage peut être un petit peu ardu effectivement au départ pour être vraiment dans les clous, mais après, à part faire la paye, ça ne rajoute rien à l'activité que vous menez déjà. Deuxième question absolument importante de Madame Guinchard, mais elle est déjà passée. Alors, machine to machine, Madame Boustalante, c'est qu'effectivement, c'est votre machine est paramétrée pour envoyer directement. Vous appuyez juste sur envoi à la fin de la DSN. On vous dit, ben voilà, vous pouvez envoyer la TSN, oui ou non. Vous cliquez dessus, ça part, vous n'avez rien d'autre à faire. Ça, c'est le machine to machine. Ensuite, on a effectivement le système de dépôt qui fait que vous allez sur votre tableau de bord, vous vous identifiez, vous allez dans le tableau de bord, sur la partie dépôt, vous identifiez le fichier qui vient d'être créé pour la DSN du mois et vous créez, envoyez. Donc, c'est ce qui change entre machine to machine ou pas. Ensuite, je voulais remonter sur Madame Guinchard. Je vous remercie, je vous ai retrouvé. On peut faire ça en période de test. Oui, vous avez effectivement jusqu'à la fin de l'année, pendant laquelle vous allez pouvoir, une fois que votre DSN, votre logiciel est paramétré, vous allez pouvoir établir en double commande, avec ce que vous faites encore aujourd'hui, en double commande, vous allez pouvoir faire des DSN de test. Les éléments vont être transmis jusqu'aux organismes de protection sociale qui vont vous faire les retours sur votre tableau de bord, et donc vous pourrez faire les corrections. Ce qui veut dire que vous serez vraiment beaucoup plus serein à l'échéance de février 2022 pour la paye de janvier, parce que vous aurez déjà déposé, comme si c'était en vrai, les DSN, vous aurez déjà eu les corrections à effectuer, vous les aurez faites, et du coup, elles ne se reproduiront pas. Madame Brunet, le délai pour faire son paramétrage, ça dépend de votre plan de paye, ça dépend de votre logiciel. C'est très compliqué d'avoir un élément sur ce cas-là. Alors, je vous propose d'aborder une autre partie, sauf si mes camarades et collègues veulent venir faire des réponses précises sur des questions qui sont montées, mais je vois que tout le monde répond au fur et à mesure en réel, donc on va continuer. Alors, la DSN, je vous ai dit que c'était une norme, donc là vous voyez apparaître une petite nouveauté, c'est entre crochets FP. Entre crochets FP, ça va signifier dans les fiches consignes, dans les éléments relatifs aux données, ça va vous permettre d'identifier ce qui concerne la fonction publique, puisqu'on a rajouté des données, on a rajouté des éléments qui sont relatifs à vos obligations en cas de paye. Vous avez donc la première particularité de la fonction publique, c'est effectivement les quotités de travail. La DSN est mensuelle, parce que la législation impose que le salaire soit payé mensuellement. Donc, nous, on est sur une base mensuelle dans la norme. Par contre, les fonctionnaires et les contractuels de droit public ont des quotités de travail qui sont en heures hebdomadaires. Par exemple, ce qui définit l'affiliation et les déclarations à faire à l'IRCANTEC ou à la CNRACL, c'est sur cette base des fameuses 28 heures, plus ou moins 28 heures, de façon à savoir de qui on dépend.
Donc, on a effectivement ces quotités de travail. Par contre, attention, les contractuels de droit privé, on a bien des quotités qui sont en valeur mensuelle. Ensuite, les droits qui sont acquis par l'agent, dépendant de ces quotités, et c'est vraiment important d'être vigilant au moment du paramétrage pour savoir comment on met en place ces éléments. Petit exemple, les rubriques qui sont relatives aux quotités de travail, c'est l'unité de mesure de la quotité de travail, de quoi on parle. Ensuite, la quotité de travail de référence de l'entreprise pour la catégorie salariée, combien et comment serait payé un individu dans un cas complet, dans un cas nominal, dans un cas normal, puisque là, on a une quotité particulière. Ensuite, la quotité de travail du contrat, combien ça correspond. Et les modalités d'exercice du temps de travail, et à chaque fois, c'est de 0,11 à 0,14, ce sont les rubriques des éléments 40. Petite particularité, on a besoin de savoir quelle est la nature du poste. La nature du poste, c'est un code 50, c'est en rubrique 53. On a deux codes. Le code 1 pour le temps complet et le code 2 pour le temps complet. Avec la précision, quand même, que le temps complet code 1, c'est un temps plein sur temps complet ou alors un temps partiel sur temps complet. Et puis le 0,2, c'est le temps non complet, que ce soit réellement un temps complet, que ce soit un temps plein sur un temps incomplet ou un temps partiel sur un temps complet. La quotité de travail de référence pour la catégorie de salariés dans l'hypothèse d'un poste à temps complet, où c'est à remplir uniquement pour un temps non complet. Et puis le taux de travail à temps partiel, qui lui effectivement est uniquement à remplir, mais vous l'aviez déjà deviné, pour un temps partiel. Spécificité pour l'IRCANTEC, vous avez deux fiches consignes, la 2003 et la 2004, parce que effectivement, les informations qui concernent une période d'arrêt de travail doivent être déclarées dans ce fameux bloc arrêt de travail dont je vous parlais au début, où je vous disais, attendez, vous allez voir, on va avoir besoin de ces éléments-là un peu plus tard. Parce que on a effectivement l'opportunité d'avoir l'attribution de points gratuits pour l'IRCANTEC, mais du coup, l'IRCANTEC doit bien évidemment connaître le montant de la perte de salaire sur cette période. Donc, on doit, et d'une, déclarer les périodes d'arrêt de travail. Vous savez très bien que ça ne fonctionne qu'à partir de 30 jours consécutifs, mais surtout aussi que ça a donné lieu à la perception d'indemnités journalières. Donc, la perte d'assiette, elle doit être déclarée dans le bloc base assujettie 78 que je vous ai présenté tout à l'heure, avec un code de base assujettie qui, lui, est renseigné avec la valeur 29, base IRCANTEC non cotisée, dans le cadre d'un arrêt de travail. Pour la CNRACL, on a un bloc rémunération 51 qui, lui, est à renseigner dès qu'un changement de situation est observé, pour un arrêt de travail, justement, à la CNRACL. La fiche consigne, c'est la 2114. La rubrique, c'est la 011 avec une valeur 21, taux de rémunération de la situation administrative. Le montant déclaré en 013, il est à 0. Et la rubrique, elle doit être effectivement avec un taux associé, soit 0% pour un jour de carence. Les suspensions, autre cas de la fonction publique, toujours les fiches consignes 212. Donc là, quand vous cliquerez dessus, vous aurez accès effectivement à ces éléments. Il convient de déclarer donc toutes les périodes, quelle que soit la rémunération de l'agent, qu'il soit à 0 ou à 100%. La période doit être déclarée dans le bloc autre suspension de l'exécution du contrat. Et puis on revient à la slide précédente, pour la CNRACL, le taux de rémunération, lui, doit être transmis, bien évidemment. Petite particularité de la norme 2021, l'apparition des blocs de signalement fin de contrat de travail. Le législateur a prévu, dans certains cas très normés, et que la démission et le départ d'agents de la fonction publique puissent ouvrir des droits au chômage. Donc, dans ces cas-là, il faut qu'on déclare le motif de rupture de contrat qui, lui, est un vrai, c'est à ce moment-là, une vraie rupture de contrat. Donc, la liste de motifs, pour le régime général, elle était connue. Vous avez les 10 ou 15 codes qui sont déjà connus. Viennent de s'y ajouter 2 codes spécifiques à la fonction publique, qui sont 070 et 071, qui sont entre crochets FP, la révocation suite à l'abandon de poste ou la révocation suite à une sanction pénale. Et puis sinon, si on n'est pas dans un de ces cas-là, on met 999, qui est la fin de relation avec l'employeur, autre que le contrat de travail, que la convention ou que le mandat.
Petit sujet amusant que vous connaissez bien aussi, les mutations. Donc la fiche consigne 2399, ça n'est bien évidemment pas une fin de contrat. L'établissement d'origine doit renseigner un bloc fin de contrat, côté 62, avec la date de fin de contrat, renseigné avec la date d'effet de la mutation, quand est-ce qu'il quitte l'établissement. Le motif de rupture de contrat 02, lui, on met une valeur 100 qui est mutation au sein du même groupe sans rupture de contrat. Un nouvel établissement devra transmettre le bloc changement contrat 41 avec une rubrique SIRET ancien établissement d'affectation 012 avec le SIRET de l'établissement de façon à ce qu'on puisse avoir effectivement le chaînage des éléments concernant cet agent dans le cadre d'une mutation. Autre cas particulier, les détachements, la fiche consigne 2055. À nouveau, les deux établissements doivent déclarer le fonctionnaire, mais un seul déclare les cotisations. Et là, on a deux cas différents. Le premier, fonction publique territoriale ou hospitalière, où les cotisations sont à déclarer par l'établissement d'origine s'il s'agit d'un emploi ne conduisant pas à pension. Or, les cotisations au RAF, puisqu'elles sont payées une fois par an l'année suivante, donc ça concerne l'année précédente dans le cas qui nous occupe, ou alors par l'établissement d'accueil pour un emploi conduisant à pension. Dans la fonction publique d'État, c'est relativement plus simple puisque les cotisations sont toujours déclarées par l'établissement d'accueil. Petit schéma un peu plus graphique pour vous l'expliquer. Dans l'établissement d'origine, l'agent est nommé, puisque c'est un agent de la fonction publique, donc on a une rupture nature du contrat qui est avec une valeur 50, nomination dans la fonction publique, mais l'agent est suspendu avec un bloc autre suspension de l'exécution du contrat, avec au choix un motif 655 détachement conduisant à pension, ou alors 674 ne conduisant pas à pension. Et la rubrique position de détachement qui doit être enseignée. Dans l'établissement d'arrivée, où l'agent est en détachement, la rubrique nature du contrat doit être enseignée avec les valeurs 20 ou 21, suivant que c'est un détachement conduisant ou ne conduisant pas à pension, mais sans suspension et avec le type de détachement qui est effectivement renseigné, sachant que la table des types de détachement peut changer selon la fonction publique et selon les modalités du détachement. Cas particulier des vacataires. Vous savez bien que les vacataires sont des agents de la fonction publique qui effectuent une activité spécifique, ponctuelle, qui est communément appelée vacation. La déclaration, pour nous, donc, dans la DSN, c'est un contractuel. La nature du contrat 07, elle est renseignée avec la valeur 10, contrat à durée déterminée de droit public. Le statut d'emploi de la rubrique 26 avec la valeur 2 contractuelle de la fonction publique. Et là, ce qui est la particularité de la vacation, l'unité de mesure de la quotité de travail, je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait en parler, doit être renseignée avec la valeur 33 à la tâche, puisque la quotité de travail, c'est à la tâche pour un vacataire. À ne pas confondre avec les vacataires, mais vous le saviez déjà, ce sont les activités secondaires, donc que seuls les fonctionnaires peuvent accomplir, en plus de leur service. C'est une activité secondaire réalisée pour le même employeur, c'est simplement un complément de traitement de base. Donc, il n'y a rien de spécifique dans le traitement. Par contre, si c'est une activité secondaire pour un autre employeur, là, il faut que l'activité soit effectuée, déclarée et payée dans l'année N, que la cotisation au RAF qui va être due l'année suivante soit faite, puisque la déclaration n'est faite une fois par an. Dans la nature de contrat 07, on met le code 52, et là c'est spécifique à la fonction publique, cumul d'activités à titre d'accessoire, ou alors nature correspondant, la nature du cumul doit correspondre à la nature du contrat, qui est définie dans le contrat. Le motif de rupture du contrat, 999, fin de relation avec l'employeur autre que contrat de travail, et les cotisations en RAF. Dans le bloc base assujetti 78, on doit mettre effectivement le type 49, qui est RAF assiette. Un des derniers cas particuliers, les apprentis. Les apprentis du secteur public, depuis la loi de 92, sont considérés comme doivent rentrer dans un dispositif de politique publique et conventionnelle qui est déclaré avec la rubrique 81, contrat avec la valeur 81, contrat d'apprentissage secteur public. Mais ces apprentis doivent être déclarés avec un CDD de droit privé. La nature du contrat, donc, elle est en 02, contrat de travail à durée déterminée de droit privé. Particularité, pour l'IRCANTEC, vous savez qu'on a effectivement des données qui sont indispensables pour alimenter le compte individuel de l'agent, de retraite de l'agent, pardon.
La base assujettie, 28, base Ircantec Cotivé, doit être alimentée avec la totalité de la rémunération, la rémunération réelle sans application de plafond. Par contre, cotisation individuelle, donc vous voyez la différence entre base assujettie, cotisation individuelle. La cotisation individuelle, Ircantec tranche A, avec un montant d'assiette qui est renseigné, donc la base sur laquelle c'est calculé, sur l'excédent des 79% du SMIC, puisqu'en dessous des 79% du SMIC dans le cas des apprentis, la cotisation est déjà prise en compte. Et sinon, avec un montant d'assiette qui est renseigné à zéro, si c'est effectivement un apprenti qui est avec un taux de rémunération inférieur à 79% du SMIC. Les surcotisations, ça n'est possible que sur un fonctionnaire qui est affilié à la CNRACL, que sur autorisation, bien évidemment, et dans le cas où son emploi est à temps partiel ou à temps non complet. Les montants des cotisations donc, devront être fusionnés avec les cotisations normales. Et là, on est dans la rubrique base, code de cotisation, avec la valeur 300, cotisation normale par salarial, et rien de plus, simplement une surcotisation. Par contre, attention, pour les fonctionnaires présentant un handicap à plus de 80%, les déclarations doivent être faites avec les deux codes suivants, 300 pour la cotisation normale, et puis cette fameuse surcotisation de 8 trimestres de la part salariale avec le code 302. Les élus, je suis d'ailleurs surpris, je n'avais pas vu passer de questions sur les élus. Les élus, on a une fiche consigne 2089. Un élu, on a une nature de contrat qui est valorisée à 81, c'est mandat d'élu. Si l'élu exerce plusieurs mandats dans plusieurs collectivités, on doit bien évidemment mettre code emploi multiple. Ben non, ce n'est pas des emplois multiples, c'est un emploi unique. Par contre, code employeur multiple, effectivement, on doit mettre employeur multiple. Et la fiche consigne 2342 qui, elle, vous décrit les spécificités du détachement d'un fonctionnaire pour exercer un mandat électif. Là, par contre, c'est complètement différent. Dernière population de la fonction publique générale, les sapeurs-pompiers. On a effectivement une rubrique, l'indice brut 0,57, qui doit être renseigné avec l'indice brut de carrière majoré de l'indemnité de feu. Par contre, l'indice brut d'origine sapeur-pompier professionnel, la 0,64, c'est l'indice brut avant l'intégration de l'indemnité de feu. Et c'est effectivement, on déclare une surcotisation volontaire uniquement pour les cas particuliers, effectivement, des sapeurs-pompiers en temps partiel ou alors d'un sapeur-pompier mis à disposition. Deux fiches consignes, la 2086 et la 2090. Dernier cas particulier, et en plus sous vos yeux ébahis, dernière slide de cette présentation, on arrive au bout. Les particularités des cas de la fonction publique territoriale, deux fiches consignes 2115, 2116, qui va concerner les agents intercommunaux, pluricommunaux ou polyvalents. Alors, par intercommunal, bien sûr, c'est un emploi dans plusieurs collectivités territoriales. Pluricommunal, plusieurs emplois chez plusieurs employeurs territoriaux. Et agent polyvalent, plusieurs emplois exercés chez un seul employeur territorial. On a le cas effectivement, donc dans ces cas-là, on doit avoir une rubrique code emploi multiple 036 qui est pour l'agent intercommunal 01, c'est un emploi unique, donc l'intercommunal, je vous rappelle, c'est un seul emploi dans plusieurs collectivités. Et pour les autres, le 02, c'est-à-dire emploi multiple pour un agent pluricommunal ou polyvalent, puisque eux, ils exercent plusieurs activités, soit chez le même employeur, soit chez des employeurs différents. Par contre, le code employeur multiple, lui, il change, puisque là, on est en 01, emploi unique pour l'agent intercommunal et polyvalent. Le polyvalent, il fait plusieurs choses chez le même employeur. Et 02 pour employeur multiple pour l'agent pluricommunal qui fait plusieurs missions chez plusieurs collectivités. La nature du poste, c'est effectivement 02, le temps non complet pour un agent pluricommunal et polyvalent. Voilà, on arrive au bout de cette présentation. Je vais inviter mes collègues à revenir sur scène avec moi pour éventuellement reprendre une série de questions-réponses, puisque pas mal de questions ont été posées. Je vais republier le dernier sondage pour savoir si vous avez été content et si vous avez des éléments relatifs, puis un autre petit qui va vous demander de nous donner certains renseignements sur les déclarations que vous devez faire. Alors, merci Mme Thuot.
de revenir. Est-ce que vous avez repéré des questions que vous souhaitiez répondre en direct? Oui, j'aimerais revenir sur les apprentis. Donc les apprentis, effectivement, on constate pas si souvent que ça, mais quand même assez régulièrement, que certains employeurs qui ont des apprentis totalement exonérés, du coup, ne nous déclarent pas de bloc 71 Ircantec pour ces apprentis. Et donc, dans ce cas, on ne reçoit pas non plus le bloc 40, le bloc contrat, et parce qu'ils pensent que comme ils sont exonérés, ils n'ont pas à les déclarer à l'Ircantec. Donc, surtout quand vous avez un apprenti, il faut bien le déclarer à l'Ircantec, bien qu'il soit totalement exonéré, puisque donc sur la rémunération globale, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, sur la rémunération globale, nous on attribue des points à ces apprentis, donc sur la REM. Donc, bien qu'ils ne cotisent pas, puisque donc ils sont totalement exos, il faut absolument bien nous les déclarer dans le bloc 78 et nous déclarer un bloc 71 Ircantec. Si le bloc 71 Ircantec, on ne le reçoit pas, on ne recevra pas le contrat derrière, on aura juste l'individu apprenti qui sera exclu chez nous. Et donc, je rappelle justement que hormis pour les apprentis, donc là je vous donne cette particularité parce qu'on a quand même régulièrement le cas, mais sinon ce bloc 71 Ircantec est indispensable pour que l'Ircantec reçoive les données de la DSN de vos agents. Donc, il faut absolument bien déclarer ce bloc, sinon donc, tous les agents passent à l'état exclu. Et on en a assez fréquemment quand même. Donc, voilà. Donc, je tenais à apporter cette information supplémentaire. Merci, vous avez raison. Oui, c'est d'autant plus que c'est au moment du paramétrage et de la mise en place de ce plan de paye et de cette façon de faire la paye que c'est important de prendre les bons réflexes tout de suite et d'avoir les bons éléments. Sinon, effectivement, après, on passe par des corrections, des changements qui peuvent être lourds en temps. Tout à fait. Alors, Didier, il y a une question pour oui. savoir que la question-réponse seront disponibles. Oui, alors, et d'une, vous allez les avoir directement dans l'enregistrement au niveau de webinaire pour celles qui ont déjà été répondues. Pour les autres, les questions particulières ou précises qui sont sur des cas particuliers, on va vous répondre par mail directement, de façon à ce que vous ayez la bonne info et à ce qu'il y ait des bons éléments qui soient partagés. Sur le reste, toutes les questions vont être concaténées entre tous les comment ça s'appelle, tous les webinaires dans les différentes régions, puisqu'on en fait plus de 22. Et là, on aura effectivement sur Net Entreprise, dans la partie des comités régionaux, cette synthèse de toutes les questions, avec les questions, les réponses et surtout les fiches consignes afférentes auxquelles vous pourrez vous référer. Ce document, vous pourrez le télécharger sur Net Entreprise et le document et comment ça s'appelle, le support que je viens de vous présenter, si par hasard, pour une raison ou pour une autre, vous n'arriviez pas à le charger. Et d'ailleurs, le support du webinaire de mars l'est aussi, donc vous pourrez accéder directement à ces supports. On va aller plus vite que la première fois. La première fois, en réalité, on a perdu beaucoup de temps à analyser toutes les questions, à aller chercher les réponses, à essayer de les ramener à l'intérieur d'un même comment ça s'appelle, à l'intérieur d'un même chapitre, de façon à ne pas répondre 50 fois. On a eu en tout plus de 3000 questions qui ont été posées sur tout le webinaire du mois de mars. Il y a une question de Madame Martin là, qui pose la question: y a-t-il un moyen de convertir un fichier DSN en fichier Excel plus adapté pour vérifier les chiffres? Ça me semble difficile, moi, de convertir. Non, c'est impossible. Le flux est tellement important, tellement lourd que c'est humainement pas lisible. Oui, tout à fait. Mais après, en fonction du logiciel que vous avez, les tableaux de bord et les outils de suivi vous permettent éventuellement d'accéder à ces éléments-là. Le problème, il n'est pas… Alors, c'est là où quand même, enfin, je me permets d'insister, c'est un vrai changement par rapport à d'habitude. Vous ne faites pas une nouvelle déclaration. Ce que vous transmettez dans la DSN, ce n'est pas quelque chose de différent de la paye. C'est ce qui est emmené dans la DSN, c'est ce que vous faites, réellement. Donc, on est vraiment sur ce sujet-là. Donc, de vouloir corriger ou de vouloir vérifier, quand vous vérifiez la paye, vous vérifiez la DSN.
Alors après, je précise également, donc, lorsque là je parle pour l'IRCANTEC, lorsque la DSN arrive dans notre système d'information, vous avez la possibilité de voir cette DSN en allant sur la plateforme PEPS. Hein, et donc, sur cette plateforme, vous avez un service déclaration individuelle et là, vous avez la visualisation de vos DSN, hein, mois par mois. Et donc, et vous avez la possibilité d'aller dans le détail de cette DSN à travers un export Excel, effectivement. Mais là, nous, on a retranscrit toutes les données, voilà, avec les périodes, le statut, etc. Donc voilà, on vous envoie un reflet de vos DSN à travers un fichier Excel, mais uniquement quand les données ont été traitées, effectivement. Donc, si vous avez des écarts sur vos DSN, à partir de ce support Excel, vous avez la possibilité de voir où se trouvent ces écarts et d'échanger par rapport à ça avec le fonds. Alors, moi, par contre, j'ai une petite réponse pour Madame Casuel, qui pose la question, le problème pour les mois d'été à cause des congés. Honnêtement, cette année, le plus gros problème que vous risquez d'avoir sur le congé, c'est le Covid, qui risque de nous empêcher de nous déplacer comme on voudrait, de partir comme on voudrait. Malheureusement, j'espère que ce ne sera pas le cas et qu'on pourra en profiter parce que dans le système DSN, vous pouvez faire la déclaration jusqu'à la date d'échéance. Donc, par exemple, on va prendre la DSN du mois de juin. Vous pouvez la faire jusqu'au 5 juillet. Mais la DSN de juillet, vous pouvez la faire à partir du 6 juillet. C'est-à-dire que si vous avez fait la paye de juillet juste en début de mois parce que vous partez en congé au mois de juillet, vous pouvez très bien la poster à partir du 6. Ou alors, vous serez revenu avant le 5 août et vous pourrez le faire. Et inversement, pour celle d'août, si vous êtes en congé au mois d'août, vous pourrez déposer la DSN du mois d'août à partir du 5 août ou à partir du 6 août jusqu'au 5 septembre. Donc, en réalité, vous pouvez la préparer avant et la faire, sachant que ce que je vous disais, c'est qu'on emporte dans la DSN les éléments qui sont survenus dans la paye. Donc, si dans la paye, vous avez une situation nominale et que les événements qui sont survenus, vous les corrigez le mois d'après, bon, en réalité, ça sera porté dans la DSN suivante, pas dans la DSN directe du mois. Donc, vous pouvez partir en vacances tranquille, sachant que vous pouvez effectivement déposer, vous avez un mois complet pour déposer la DSN, sachant que la période de déclaration, elle court sur 2 mois, puisqu'elle va du 6 du mois en cours jusqu'au 5 du mois suivant. Donc voilà, la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir partir sereinement en vacances. Et je vous dis, les modifications qui interviendraient, quelqu'un qui est tombé malade pendant les vacances, pendant que vous êtes en vacances, est-ce qu'on vous téléphone directement sur votre lieu de vacances en vous disant « Ah tiens, il y a monsieur Kuhn qui est tombé malade, il faut que tu fasses quelque chose ». Non, ça attend que vous reveniez. Et vous faites la déclaration à ce moment-là. Et de toute façon, il n'y a pas d'interruption des revenus. Enfin, tout se met en place. Ou alors, vous avez un collègue ou une collègue qui peut prendre en charge ce type d'événement. Donc, nous, on est vraiment dans le sens comment ça s'appelle ? On est dans le sens des pratiques de la paye. On essaie de s'y coller au maximum et le calendrier déclaratif essaye de s'y coller aussi. D'ailleurs, pour certaines villes ou certaines collectivités, les trésoreries demandaient la paye, par exemple, du mois de mars, il est demandé au 5 mars. Bercy a envoyé les instructions pour que la paye puisse effectivement bouger jusqu'au 20 du mois et qu'on ne soit pas sur une exigence aussi en amont qui ne peut pas tenir compte des événements intervenus dans le mois. Didier, à un moment donné, il y a une personne qui disait dans ce cas-là que c'était plus simple de changer la date de paie et de la mettre au 1er du mois. Je crois que j'ai vu passer quelque chose là-dessus. Alors, la loi vous impose de faire un paiement tous les 31 jours, de faire un train de paye au maximum tous les 31 jours. Après, la date à laquelle vous établissez la paye, c'est le reflet de vos habitudes. Mais vous avez quand même, la loi vous impose quand même d'en faire une au maximum dans un délai de 31 jours. Donc, que vous fassiez tourner la paye le 20 du mois en cours, que vous la fassiez tourner le 2 du mois suivant, c'est pas gênant. Il faut simplement qu'elle soit terminée et bouclée au 5 au moment où vous avez l'échéance de dépôt de la DSN, puisqu'il faut, pour déposer la DSN, il faut que la paye soit terminée, soit juste. C'est le reflet de la paye. Donc, de toute façon, ce que vous allez envoyer sera le bon. On peut préciser également qu'on peut toujours faire une annulaire en place avant l'échéance. Absolument. L'employeur peut faire une annulaire en place avant l'échéance. Hein. Voilà. Donc si c'est au 5, jusqu'au 5, vous pouvez faire un annulaire en place. Si l'échéance est au 15, jusqu'au 15, vous pouvez faire un annulaire en place également.
les organismes doivent recevoir la dernière DSN. Alors ensuite, je crois qu'on va répéter les adresses mail et on va même les mettre dans les réponses aux questions, comme ça vous ne les aurez pas écrites. Les adresses mail aussi bien du support de l'URSSAF que du support de la Caisse de dépôt et consignation. Vous avez aussi sur votre territoire les centres de gestion qui ont aussi, non seulement pour certains, une mission de paye à façon, mais pour d'autres, une mission de formation et d'information relative justement à ces nouvelles procédures. Donc, vous pouvez vous approcher d'eux. Je vois qu'il y a beaucoup d'échanges, je vous en remercie, beaucoup d'échanges d'expériences entre vous et des échanges même d'adresses en disant si vous avez un problème sur tel éditeur, vous pouvez me contacter ou est-ce qu'on peut échanger sur tel ou tel sujet. Et je vous remercie que ce collectif puisse effectivement exister et fonctionner. Mais voilà, on va tout faire et tous essayer pour que vous ne soyez pas seul en face de ces éléments-là. Il y a une dame qui disait, oui, moi, le paramétrage, ça ne m'angoisse pas, mais les corrections d'erreurs, madame, les corrections d'erreurs sont celles que vous allez faire dans la paye. Donc, bien sûr que c'est un peu inquiétant. Et puis, de toute façon, tant que vous n'aurez pas suffisamment de temps d'expérience dans la DSN et vérifier que ça marche bien, que c'est effectivement juste, que c'est relativement simple, vous serez légèrement inquiet. Je vous le dis, vous êtes sur un métier qui est très complexe. La paye, c'est sûrement un des domaines les plus complexes dans le système professionnel dans lequel on est tous. Donc, de toute façon, vous êtes effectivement sur un sujet complexe qu'on essaie de simplifier. L'idée de simplifier, c'est pas de faire moins, c'est de faire autrement. Et là, si on peut s'adapter effectivement, au fond, après la paye, une fois que la paye est faite, le fichier peut être mis, ça vous évite toutes les déclarations, ça vous évite de savoir à quelle échéance ça doit être transmis ou pas, puisque de toute façon, c'est la même pour tous, c'est le 5 du mois suivant, que c'est effectivement issu de la paye, que ce que vous pourrez corriger, parce que quand vous dites on ne corrige pas la DSN, on corrige dans le logiciel de paye des blocs changements ou des blocs de correction. Le logiciel de paye est fait avec cette nouvelle norme. Donc effectivement, ce que vous enregistriez aujourd'hui dans les éléments paye qui éventuellement pouvaient être gérés par les RH, qui ensuite, au niveau du virement ou au niveau du versement, touchaient le service comptabilité ou finance, touchaient la trésorerie, tout cet élément-là, finalement, c'est ramené sur un seul logiciel qui est le logiciel à la norme DSN. Alors, Madame Madronet, oui, vous posez la question de voir avec la trésorerie pour envoyer les payes. Effectivement, alors la paye, normalement, elle est censée être envoyée au plus tard, mais là, on est aussi dans le cas de l'ordonnancement et de la validation des paiements. Ils ont besoin d'avoir ce délai, mais il faut effectivement les appeler, il faut négocier avec eux. Le premier du mois suivant me paraît gênant, puisque l'ordonnancement, le système de la comptabilité publique n'est pas du tout le système de la comptabilité privée. Et on n'est pas dans le même système d'engagement, d'ordonnement, d'ordonnisation, je ne sais plus comment on dit d'ailleurs, au niveau de ces éléments de paye. Voilà, déjà, alors, Mme Caswell, c'est déjà bien, avant le 17, pour certaines trésoreries, c'était avant le 5 du mois. Il faut continuer à faire évoluer les choses, on fait évoluer le sujet, il faut faire des demandes, il faut adresser des demandes directement. Alors, est-ce qu'il y a des questions qu'on a bypassées ou Isabelle ou Madame Thuot? Alors, une fois la paye validée et mandatée pour un mois donné, on ne peut pas revenir dessus le mois suivant. Si, enfin, vous ne revenez pas dessus, vous corrigez les données qui ont été envoyées, vous affectez la date du mois précédent. C'est pas revenir sur la paye, c'est se mettre en adéquation, soit avec la légalité, soit avec le paiement, soit avec la situation particulière de l'agent. Oui, pour revenir en fait sur une paye d'avant, en fait, donc là je parle pour le fonds Ircantec évidemment que je représente. Donc il suffit simplement de redéclarer donc dans le mois suivant. Donc on déclare le bloc 78 base assujettive pour le mois et le bloc 81 tranche A ou tranche B éventuellement, et on redéclare un bloc 78 pour le mois précédent sur la partie manquante ou la partie que vous souhaitez régulariser. Hein, donc voilà, donc on se trouve avec plusieurs blocs 78, avec des périodes de rattachement au mois précédent, si ça concerne le mois précédent. On peut même revenir sur une année antérieure. Hein, voilà, il y a des possibilités de régularisation. Et vous avez toutes ces informations sur le site Ircantec également, toutes les
toutes les diverses régularisations qu'on peut effectuer dans une DSN. Bon, je vais voir s'il y a de nouvelles questions. Alors, les récaps DSN dans la plateforme PEPS. Alors là, c'est une bonne colle. Peut-être, Madame Thio, vous avez plus d'éléments dessus, mais... Allez, de trouver les récaps de DSN, oui. Mais dans quelle rubrique? Alors, c'est pas sur comment dire, tout ce qui est régularisation, etc. C'est sur le site Ircantec que vous avez cette information. Hein, je vais vous envoyer le lien. C'est sur le site Ircantec, dans déclaration, donc employeur déclaré, déclaration DSN. Je vous envoie le lien. Parfait, comme ça on pourra le mettre dans la réponse et l'envoyer dans la réponse. Bon, je pense qu'on va avoir laissé des questions sur lesquelles il n'y a pas de réponse. Hein. On va essayer de s'y caler et on va faire un travail. Et j'en profite pour remercier Sophie Caillot qui travaille avec moi au JPMDS à l'animation des comités, donc à la gestion, parce que je vois qu'il y a des réponses, qu'elle est en train de rajouter des réponses avec des liens directement affectés sur Net Entreprise. Donc je la remercie parce que finalement, moi, on me voit et on m'entend beaucoup, mais je suis que celui qui est derrière le micro. Hein. Je ne suis pas le seul à avancer dessus. Peggy, si tu es dans le coin, peut-être que tu peux venir faire la conclusion de cette journée, sachant qu'on a un rendez-vous à l'automne. Oui, Didier, merci pour cette transition. Donc effectivement, c'est la fin de ce webinaire. Donc moi, je remercie tous les animateurs et tous les collègues qui ont été en back-office et qui ont essayé de répondre à toutes les questions qui ont été posées. Un grand merci à Sophie et à toi, Didier, et merci aussi à l'ensemble des participants qui ont pris le temps de venir assister à ce webinaire. Donc effectivement, on se retrouve au mois de septembre pour une autre rencontre extra un peu plus pointue, si je ne me trompe pas, Didier. Oui, en réalité, le thème sur lequel on va travailler, parce que je suis toujours en train de rechercher des thèmes qui marquent et qui font rigoler, c'est pas parce que tu es en retard qu'il est trop tard. Et en réalité, on sera vraiment sur les dernières notions les plus pratiques. Alors, merci pour vos questions, parce que vos questions vont alimenter le webinaire de septembre, parce qu'on va essayer de lister l'ensemble des points chauds dans le paramétrage. On va essayer de voir comment aider ceux qui sont à la limite du paramétrage et qui n'y arrivent pas, voir comment est-ce qu'on peut déployer des ruses et des bonnes pratiques et des échanges entre vous de façon à aider et à avancer. Et effectivement, de dire, voilà, dès que vous pouvez être en ordre de marche, faites des DSN de test, apprenez à lire les contenus du métier, trompez-vous, faites des erreurs d'affectation et tout. C'est pas gênant, on sera en mode test et du coup, vous aurez les bons retours et vous arriverez vraiment sereinement au 5 février à l'échéance de janvier 2022. C'est notre but, c'est absolument possible. Bien évidemment, on ne se leurre pas sur le fait qu'il y aura peut-être quelques-uns qui vont avoir des difficultés particulières et ceux-là, on va les accompagner un peu plus particulièrement. Donc, le but, c'est vraiment de vous amener le plus zen possible vers l'échéance. Et malheureusement, on n'a pas encore la date fixée. Je pense que ça sera au plus tôt sur la deuxième quinzaine de septembre, peut-être dernière semaine de septembre, première semaine d'octobre, de façon à laisser un peu de temps après les congés, justement, pour ceux qui partent au mois d'octobre, pour se remettre en ordre de bataille durant le mois de septembre. Parce que si on vous assomme dès que vous revenez de congé ou que l'activité reprend, ça risque d'être un peu gênant. Donc, on va peut-être faire ça soit deuxième quinzaine, soit dernière semaine de septembre, première semaine d'octobre. Oui. Bien, du coup, vous n'hésitez pas non plus à aller consulter les foires en question qui seront mises à disposition et puis les replays qui seront mis à disposition sur le site Net Entreprise. Et donc, je vous remercie tous pour votre participation et je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à tous. Bonne journée à vous.